lancement de projet, il te faut quelqu'un qui va venir lancer et partir. Il y a deux types de personnes, il y a ceux qui consomment et ceux qui produisent. Qu'est-ce que tu fais en France, Thomas? À HEC, on me disait, jette-toi à l'eau et comme ça, tu apprendras à nager. La preuve, regarde, la preuve, c'est que ça marche. Hard work pays off. Ouais, mais c'est exactement ça. Bonjour et bienvenue au The Leaders Lab, le podcast où on parle en toute intimité avec des leaders d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on accueille Thomas. Hello Thomas. Eh ben hello. Comment tu vas? Eh ben très bien, avec du beau temps là depuis 15 jours. Donc tout va bien, ouais. C'est top. Écoute, on est super content de t'avoir. Je vais te laisser te présenter, mais je rappelle à tout le monde que nous, on reçoit des personnalités qui sont courageuses et qui font plein de choses. Et toi, t'en fais partie. Donc, je te laisse te présenter. Qui est Thomas? J'allais dire chômeur et retraité, mais finalement, ça passe mal. Donc non, je me définis comme un entrepreneur parce que chaque jour, j'essaye de faire un petit peu plus. Et moi, j'essaye d'être à la recherche du meilleur de moi-même. En fait, c'est comme ça que je le définis. Et c'est tous les jours que ça compte. Je ne peux pas me coucher le soir sans me dire ce que j'ai fait dans ma journée, c'est pas récompensant pour moi. Donc en fait, une journée réussie, c'est quand j'ai accompli des choses. Voilà. Et donc mes journées, elles sont toutes différentes. J'investis, je construis, je lance des projets. Donc entrepreneur, je crois que c'est le bon terme. Pourquoi le retraité, le terme retraité passe mal? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui rêvent d'être à ta place. Retraite anticipée, il y a un plan même. Il faut faire plein, qu'il y en a plein qui ont mis en place. On y arrive. Mais je pense que, je reprends ce que tu disais sur la personnalité, je pense que c'est pas ma personnalité. Moi, j'ai cette super activité et j'ai ce besoin qui me drive le matin. Il faut que je me lève tôt. Alors, je suis pas dans le cliché, je me lève à 4 heures et puis je vais courir. Non, c'est pas ça. Mais en fait, je me réveille parce que j'ai déjà des choses qui sont dans ma tête avec tiens, aujourd'hui, j'aimerais faire ça, j'aimerais tester ça, il faut que je passe ce coup de fil. Et c'est ce qui me fait sortir du lit. Hein. C'est pas le petit déjeuner, clairement. C'est des projets. Et en fait, je pense que ma nature, elle n'est pas de regarder Netflix toute la journée en me disant, tu vois, sur ma tombe, j'ai remarqué, j'ai vu toutes les séries Netflix. C'est pas ça ma personnalité. Je suis il y a deux types de personnes, il y a ceux qui consomment et ceux qui produisent. Et moi, je considère que je produis, c'est-à-dire que je préfère être la personne qui fait le film qui est sur Netflix plutôt qu'être la personne qui regarde le film sur Netflix. Voilà. Et tu regardes ce que tu as fait? Oui, je regarde, mais oui, je regarde. Bien sûr, je regarde. Non, en fait, non, mais la réponse, c'est oui. La réponse courte, la version longue, c'est que il y a des choses qui sont un peu incorporelles. C'est compliqué parce que tu vois, Groupon, Zalando, oui, je le vois que ça marche bien. Mais par exemple, là, je fais de l'immobilier en ce moment. Quand l'immeuble, je le construis de mes mains, visuellement, c'est hyper récompensant parce que c'est tangible, quoi. Et ça, c'est un peu ma fierté, quoi. Parce que je le vois. Quand j'écris des livres, c'est pareil. Le livre, il est écrit, tu peux le toucher, tu peux le lire. Il y a aussi un petit côté, ça rend fier mes parents. Et les enfants? Ouais, eux, ils s'en rendent un peu moins compte, je pense. Ouais. C'est vrai? Ouais, je pense un peu moins. Écoute, on va venir à ton expérience professionnelle, mais on va démarrer par où tu es né, qui tu es. Écoute, j'ai pas mal bougé quand j'étais jeune. J'ai grandi, on va dire, à Auxerre principalement. J'ai été faire un petit peu mon lycée en Angleterre. Et puis après, j'ai réussi à faire du droit plutôt pas trop mal. Et j'ai fait HEC, quoi. Enfin bref, j'ai fait les deux cursus, du droit et HEC en même temps. Et en fait, dans ma jeunesse, j'ai assez vite compris que j'aimais pas tant l'entrepreneuriat parce que j'arrivais pas à le matérialiser avec des mots. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu, par exemple, organiser des compétitions. Je faisais du skate, alors on va faire une compétition de skate, je vais m'occuper de tout, on va construire des cabanes. Tiens, je vais essayer de louer mon vélo à des copains. Et en fait, je pense qu'il y a toujours eu cette mentalité un peu entrepreneuriale, en tout cas de réaliser des choses plutôt que comme je le disais, en fait, de produire plutôt que consommer, en fait. Et alors, je ne sais pas si ça se traduit comme être leader, parce que moi, je ne me vois pas du tout comme un leader. Enfin, je pense que quand on est une équipe, de toute façon, c'est plein de joueurs qui jouent ensemble et ce n'est pas que toi qui as fait le truc. Moi, ma réussite, elle est due aux autres, quoi. J'ai été porté sur les épaules d'autres personnes.
Et c'est jamais je, c'est nous, en fait. Voilà. Et c'est ça le leadership pour nous, d'ailleurs. Ouais, mon père, par exemple, il est avocat. Et lui, je l'ai toujours vu travailler le week-end, le dimanche, quand il était malade. Et pour moi, la conception du travail, elle est... il n'y a pas que la passion, mais enfin, il y a une espèce de devoir, entre guillemets, professionnel. Et tu laisses pas tomber tes clients parce que t'es un peu malade, parce que bah non, c'est dimanche, alors je réponds pas au téléphone. Moi, j'ai toujours grandi dans cette mentalité-là, en fait. Et je pense que j'ai un de mes associés qui est fils de boucher, et il a un peu cette mentalité-là, parce que quand tu es artisan, tes parents, tu les as toujours vus, faut ouvrir la boutique, etc. Et il y a un petit peu de ça. Donc, moi, je pense que les gens qui ont vu des parents être entrepreneurs, d'une certaine manière, leur propre patron, ils ont nécessairement cette vitalité dans je veux faire des projets et j'y vais à fond, et il n'y a pas de jour où c'est pas la journée, c'est dimanche, j'arrête tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Donc toi, t'as fait HEC. Mm-hmm. Donc t'as démarré ton entrepreneuriat chez HEC. Est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire ou le faire aussi bien si tu n'étais pas passé par une grande école? Je nomme pas HEC en particulier. Alors, la réponse courte, c'est bien sûr que tu peux le faire sans passer par HEC. En fait, je vais remettre un peu de contexte. Moi, j'avais lancé une boîte quand j'étais... moi, j'ai fait des études de droit au départ. Mon père, il était avocat, il m'a dit fais des études de droit. Et pendant mon cursus, j'ai lancé déjà, j'ai mon premier investissement, en fait, j'ai acheté des actions Apple. Au moment où ça valait pas grand-chose. Ma banquière m'avait dit c'est une folie, il y avait eu la bulle internet et tout. Ça a fait x15. Et donc, du coup, la première fois que j'ai gagné l'argent, c'est avec ça. Et là, je me suis dit, en fait, on peut faire des choses, et autre chose qu'avoir un travail de 9h à 17h avec un salaire qui tombe, en fait. Il y a plus d'opportunités dans la vie. Et donc, j'ai monté un autre projet, et je me suis fait un petit peu avoir. En fait, j'ai fait des roulements en céramique, c'est des trucs que tu as dans les skates et que j'ai voulu mettre dans les vélos. Et mon meilleur ami, il était HEC, et il m'a dit, en fait, je pense que tu n'as pas la formation pour être entrepreneur, fais le concours d'entrée HEC. Et je lui dis, attends, les maths et tout, ça va être compliqué. Il m'a dit, t'inquiète, je suis sûr que tu as la tête bien faite, tu lis beaucoup. Et donc, j'ai réussi du premier coup ce concours à HEC sans avoir fait la prépa, en fait. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que à HEC, ça m'a donné des outils. Et je suis pas un expert en finance, ni un expert en droit, ni un expert en marketing, etc. Mais en tout cas, ça m'a permis de pouvoir... quand tu es entrepreneur, au début, tu es un peu obligé de tout faire. Et c'est un peu comme dans les travaux, quoi. Je veux dire, si tu es juste expert en peinture, comment tu vas faire la maçonnerie, etc. Et donc moi, je vais pouvoir regarder ce que font tout le monde, commencer déjà moi, et puis après, quand le gars il va faire du code, je me suis mis à coder. Me raconte pas de pipeau, quoi. Ouvre ton GitHub et montre-moi ton code. Toi en marketing, arrête, ouvre-moi ton Google Analytics, montre-moi tes cohortes, les taux de conversion, etc. Et pareil, l'avocat, arrête de me dire que ça a passé des heures à rédiger le contrat. Franchement, je vois très bien comment ça marche. Et il y a un petit peu de ça. Donc ça, c'est ce qui m'a permis d'être plus efficace parce que c'est la boîte à outils. Mais le mindset, tu l'as pas à HEC, en fait. N'importe quelle personne est capable de monter un projet. Moi, mon père, il a eu un cabinet d'avocat, il n'a pas fait HEC, quoi. C'est l'accélérateur, en fait. Pour toi, c'est plus un méthodo et un réseau. Ouais, alors ça, je peux pas l'enlever. Il y a quand même un réseau indéfectible à HEC. Quasiment, moi, quand il y a un HEC qui me demande un boulot, je peux pas le refuser, quoi. Il y a une espèce de... C'est pas une secte, hein, mais il y a un code de bonne conduite, etc. Je pense qu'il y a peu dans les autres écoles, en vérité. Un gentleman agreement. Ou gentleman agreement, whatever. Il y a un peu de ça. Mais tu vois, par exemple, c'est rigolo, donc je me suis mis... Ils m'ont appelé pour faire des conférences. Et puis le directeur d'HEC que je connaissais, il m'a dit, tu sais, on t'avait dit que quand tu réussiras, tu donneras quelques années de ta vie à partager tes expériences. Et il dit, là, tu es dans cette période-là. Et regarde, toi-même, tu as eu des pairs qui sont venus, qui avaient des entreprises et qui ont pris le temps de te donner des conseils. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe quand même presque 2 jours par semaine, tu vois, aller dans des écoles et faire des conférences, leur expliquer mon parcours, mais pas que mon parcours, surtout, croyez en vous, montez votre projet. Voilà quelques outils pour vous aider. Et c'est pour ça que tu es là. On te remercie. Écoute, tu es donc Angleterre, pardon. Attends, je recommence. J'ai fait du pied en plus. Donc, Angleterre, j'ai lu aussi les États-Unis, Vietnam. Tu as quand même un mindset qu'on pourrait considérer américain, plus que français. Qu'est-ce que tu fais en France, Thomas ? Alors ça, c'est une bonne question, encore une fois.
Je pense que naïvement, quand j'étais étudiant, et même avant, alors mes parents m'ont initié au voyage tôt, donc j'ai quand même eu cette culture de voyager, et puis de voyager en mode un peu sac à dos. Donc euh, j'ai assez vite voulu, après HEC, avoir une expérience internationale, et donc j'ai sauté en fait sur la première opportunité qui m'était vraiment donnée. Il y avait un fonds d'investissement dans l'immobilier qui m'ont dit ah, t'es fort sur Excel, tu calcules vite, on a besoin de toi. J'ai dit à ma copine bah écoute, bonne chance, on se fait confiance, je rends les clés de l'appart et moi je vais bosser là-bas, on se reverra pendant les vacances. Et c'est quand même, fallait oser quoi, parce que moi j'étais quand même dans une relation amoureuse, on va dire ça comme ça. Et donc je suis parti et bon, une chose en entraînant une autre, du coup j'ai pu faire des projets, la crise est arrivée et puis du coup je suis parti aux États-Unis entre temps pour réfléchir à ce que j'allais faire parce que 2008 franchement il n'y avait plus rien à faire. Puis donc l'idée de Groupon qui se lançait là-bas, je me suis dit on peut faire la même chose en Europe. Et puis bon après Rocket Internet et le succès City Deal, la fusion avec Groupon, donc il y a eu tout ça ça s'est enchaîné vite. Mais après, j'ai encore aussi beaucoup voyagé. Aujourd'hui, j'aime un peu moins voyager, honnêtement, parce que je sais pas si je suis, on va dire, casanier, mais je préfère faire des trucs autour de chez moi, qui sont entrepreneuriales, plutôt que aller me refaire des missions. En fait, je pense qu'il y a des tas de choses que j'ai faites et que j'ai pas besoin de refaire, en fait. Mm-hmm. Non, mais c'est bête à dire, mais les gens me disent « Ah, ça serait cool que tu refasses... j'en sais rien, que tu regrimpes à Yosemite, ouais, mais j'ai déjà fait en fait. Ouais, mais si t'allais en Asie refaire des. Ouais, mais j'ai déjà fait en fait. Et en fait, c'est fait, j'ai envie de faire des nouvelles choses, j'ai pas envie de me répéter. Mais pour toi, tu vis en France. À aucun moment, tu te dis, je m'en vais. Tu sais, non. Je vais à Bali. C'est bon, je suis en retraite anticipée, je vais à Bali. Ouais, mais moi, j'ai déjà habité en Asie en fait. Je me suis marié au Vietnam, enfin, ma copine en fait, s'est mariée. J'ai eu mon fils à Dubaï et moi j'ai vécu à Dubaï. C'est fini, je veux dire, j'ai donné, j'ai plus envie d'y retourner, il fait chaud, je rencontre pas que des gens intéressants. Non mais moi j'aime l'outdoor, là-bas il n'y a pas d'outdoor, moi j'ai un jardin, je cultive des légumes, j'adore voir les légumes, moi j'aime les trucs simples en fait. C'est bête à dire mais j'aime voir les saisons, en ce moment il y a les cerisiers, je suis dans la rue avec mon vélo, je prends des photos des arbres en fleurs, j'aime entendre la pluie sur les lacs, tu vois, j'aime voir la neige tomber, il n'y a pas ça à Dubaï, moi ça a été bien à l'époque où j'étais dans une frénésie de lancer des projets. Et aujourd'hui, c'est fait. Je veux faire, en fait, je veux faire autre chose. Je vais même te l'expliquer différemment. Je pense que dans la vie, tu progresses et t'as comme un peu les animaux qui muent. Tu vois, quand tu es à l'école primaire, tu fais l'école primaire, puis après tu fais le collège, puis après tu fais le lycée. Et moi, j'ai jamais arrêté ces espèces de changements. Je sais pas, j'ai pris un boulot et je l'ai fait pendant 50 ans. Je me suis toujours dit, tiens, au bout de 3-5 ans, je vais faire autre chose. Et quand j'étais par exemple étudiant, j'étais on va dire un sprinter parce que je travaillais très dur pour faire réussir mes examens. Quand j'ai lancé mes premières boîtes, j'étais marathonien et je pouvais faire des trucs pendant 3, 4, 5 ans. Maintenant, je fais du ultra trail quoi. C'est-à-dire que je peux lancer des projets immobiliers et ça va durer 10 ans. Et je les tiens parce que même si le tunnel, je vois pas la sortie, je me connais et je sais que même dans les moments de doute, je continue et je vais aller de l'avant. Et ces espèces de transitions dans la vie qui, je pense que quand tu es un entrepreneur, ça s'arrête jamais en fait. Justement, tu n'es pas un entrepreneur si à un moment donné tu as réussi ton truc et puis après tu t'arrêtes. Quoi. C'est comme si, un voyageur, il voyage tout le temps, il fait pas un voyage et puis après il dit je voyage plus. Quoi. C'est pas ça. Alors c'est marrant parce qu'à t'écouter, tout est simple. Et donc Groupon, Zalando 2, très beau nom. Mais là, on te regarde, on t'écoute, on se dit, en fait, c'était simple. Il a bossé avec Rocket, c'était simple. Il a lancé Groupon, c'était simple. On va démarrer par Groupon. Ça a cartonné à un moment, ça marchait super bien. Ça s'est un tout petit peu calmé maintenant. Comment tu le vois, cette expérience Groupon ? Alors, c'est là où j'ai appris encore plus à me connaître, en fait. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai réalisé que moi... Et j'aime cette partie où on crée l'entreprise. Donc, par exemple, créer, alors au début, c'était dans un appartement, puis après, on a pris des bureaux, un espèce de cowork, et puis après, on a pu prendre des vrais bureaux by précaire, puis après, on a signé le vrai 369. Il y a eu toute cette évolution. Et au fur et à mesure que l'entreprise grossissait, moi, je me suis senti de moins en moins à ma place. Et en fait, on va dire après l'IPO au Nasdaq, j'ai eu l'impression que avant on pouvait marcher sur les lignes, dépasser un peu la ligne, c'est pas grave, il y a l'arbitre qui sifflait, de toute façon on n'est pas non plus si connu que ça, c'est pas...
Et en fait, il fallait faire de la croissance. Donc j'étais un rhinocéros ou un éléphant, si tu veux. Il fallait casser des murs et faire de la croissance. Et puis après, on s'est retrouvé avec des comités, les cabinets de conseil. Puis après, tu n'avais plus besoin fallait plus rien faire, on va dire ça comme ça. Et je me suis sorti dans un éléphant dans un magasin de cristal. Et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je sers à rien. Et donc, ouais, à un moment donné, Groupon, ça n'avait plus de sens pour moi. Parce que moi, et c'est comme ça que je le décris en image, et moi, je peux construire des avions, ça me fait kiffer, on va le faire décoller, mais moi, je ne gère pas des compagnies aériennes. Je ne sais pas faire. Le monde corporate, c'est pas mon monde, en fait. Et moi, je préfère se mettre les mains dans le cambouis, construire l'avion. Et à l'image qu'aujourd'hui, je construis des immeubles, c'est ma femme qui les gère. Je ne veux pas gérer les locataires, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux construire. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Et Groupon, en fait, ça a été marrant parce que Zalando, donc Groupon a vraiment descendu et Zalando a décollé. Et Zalando, ça a failli fermer 3 fois. Hein. Ça n'a pas été facile. Les gens ils s'imaginent que c'était une belle réussite. Pas du tout. Moi qui ai donc géré des projets pour Rocket, il y a des projets qu'on a crashés. Hein. Vraiment, les gens ils retiennent que Groupon, Zalando. Ne serait-ce que par exemple le Groupon, l'action elle est montée à $90, elle est descendue à $1. Moi, ma valo entre 800 millions et 8 millions. Il manque des zéros quoi, dans l'équation. Donc, et après, on a lancé des trucs. Il y a eu Glossybox qui a craché. Il y a eu Wimdu qui était un concurrent de Airbnb. On ne pensait pas qu'Airbnb viendrait en Europe. Donc, Rocket, ils m'ont dit tiens, dans les bureaux, prends tes gars, lance Wimdu, on va faire la même chose qu'Airbnb. On avait 30 gars qui bossaient. Puis finalement, ça n'a jamais pris. On a grillé le truc. Et mes expériences, en fait, la réalité, c'est que au plus on allait de l'avant, et moins ça avait de sens ce que je faisais, parce que plus tu étais dans des grosses boîtes, donc nous on s'est cassé la gueule en Chine par exemple, on a mis 200 millions sur la table, ça n'a pas marché pour plein de raisons, on a dû fermer le Brésil, on a ouvert la Russie, on a ouvert l'Inde, mais on est tous repartis, on était avec Amazon, Google, tout le monde a fermé boutique, on pensait que c'était un Eldorado, pas du tout en vérité. Et moi je me sentais perdu, je faisais des rapports au conseil d'administration, je me dis mais attends, moi je suis pas là pour faire du reporting en fait, c'est pas ma. Et là, plus ça allait, et moins je me sentais moi-même, et donc je suis reparti pour. Je suis resté administrateur, et puis j'ai lancé Novatopo, qui était une marketplace pour réserver des activités. Et là, on repartait de zéro, je me suis senti. Ça y est, j'avais fait une nouvelle chrysalide, et hop là, un nouveau projet, ça a plus de sens. Tu as lu le livre Blitzscaling, tu as dû le lire, et en fait, il parle d'un DG. Justement, sur un lancement de ce genre de projet Blitzscale, ils font un DG qui est un petit peu de ce que tu décris là. En gros, c'est toi. Ah ouais, mais j'ai pas lu le livre en tout cas, moi. Mais tu devrais le lire. Et justement, ils se disent qu'il y a des... en lancement de projet, il te faut quelqu'un qui va venir lancer et partir. Parce que c'est pas celui qui va venir lancer, mettre de l'ordre, c'est pas celui qui va continuellement faire. Et que justement, vaut mieux pas. Parce qu'après, voilà. Ouais, mais je suis d'accord, dans les gros succès, il n'y a pas Larry Page, c'est pas lui qui gère Google. Surtout pas maintenant. Non, mais oui, tu vois, moi je pense que c'est deux personnalités. Je le vois encore plus en fait dans des projets un peu technologiques, c'est-à-dire que le médecin qui invente, j'en sais rien, un appareil ultrason qui permet de scanner tes veines, mais lui, il sait pas le gérer après le projet. Enfin, c'est super, tu as eu l'idée, mais après, il faut aller le vendre aux US et tout, t'es pas un commercial. Tu sais pas, la production c'est autre chose. En fait. Est-ce que tu sais gérer? Tu sais. S'il y a un truc que tu sais pas, tu vas apprendre de ce que je comprends dans ton profil. Ouais, mais moi je pense que c'est cette landing curve, enfin tu vois, la courbe d'apprentissage qui fait que maintenant je me connais et que j'ai pas envie de le faire. Exactement. Moi je veux plus gérer, par exemple, je veux plus gérer de l'humain. Ça m'intéresse pas, c'est que des problèmes. Moi le nombre de messages que je recevais, je suis malade, j'arrive en retard, j'ai oublié mes clés, mon chat machin truc. J'en peux plus quoi, et moi je veux plus gérer ça, et c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de choses aujourd'hui seul, parce que ça y est, encore une fois, gérer des hommes, je l'ai fait, et maintenant j'ai envie de faire autre chose. C'est pour ça que j'écris des livres, je fais des conférences, je les fais moi, ça me plaît tout autant. Parlons de Rocket. Alors c'est marrant parce que toi ta vision de Rocket est quand même assez positive. Là où beaucoup d'entreprises qui se lançaient, des startups, surtout il y a 5-6 ans, avaient une peur bleue de Rocket parce qu'ils peuvent se faire avaler en une seconde, parce que Rocket avait quand même
une force, des investissements, comme tu dis, on peut cracher 200 millions et c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon, c'est pas si grave que quand tu as une petite start-up. Mais là, ce que tu décris sur Rocket, c'est on n'a pas réussi parce qu'on pensait pas que Airbnb serait plus fort que nous. Or, on parle de Rocket, là. Enfin, c'est quoi ton expérience de Rocket? Alors moi, au Rocket, c'est un capital risqueur, hein, soyons clairs. C'est-à-dire que eux, ils acceptent le fait qu'ils vont perdre des sous dans certains projets. L'idée, c'est peut-être on a mis, c'est comme ça que je le résume, mais on met 20 millions, on met 2 millions dans chaque boîte, et puis il suffit qu'il y en a une qu'on arrive à revendre 200 millions, puis ça y est, c'est le concept du capital risqueur. Alors Rocket, ils vont te drainer. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant en termes de management, parce que si tu veux être le meilleur, ben, il faut aller tirer le meilleur de toi-même. Et donc pour ça, ben, malheureusement, tu peux pas y aller à la cool. Si tu veux gagner le Tour de France, tu peux pas être dans le bas du pack, quoi. Tu vois, tu peux pas rester dans le peloton. Et donc il y a plein de gens qui le vivaient mal parce que, je sais pas, il y avait Oliver, il venait et puis il me disait, il s'asseyait à côté de moi, puis il me disait, oui, alors déjà tous ceux qui arriveront pas ceux qui arriveront après 9h, ils seront tous virés. On met un pam. Et je dis, ah ouais, mais ils mettent des mecs bons, peut-être leurs enfants. Et... Non, je veux pas savoir. Et en fait, c'est dur, mais c'est comme ça, quoi. Et je me rappelle, il y avait des coups de fil où il disait, ça, fais-le tout de suite, mais t'es où? Puis il dit, j'attends l'ascenseur. Prends l'escalier. et ouais, mais il y a un moment donné, cette tyrannie, si tu veux, elle te pousse à bout. Et moi, j'ai pas le coach de Pogacar, j'imagine qu'il lui crie un peu dessus. Et c'est pas en lui donnant des sucettes et en lui tapant dans le dos qu'il va gagner le Tour de France. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça derrière. Et donc, je pense que ce type de management, qui est vraiment du micromanagement un peu tyrannique, tu peux le faire quand t'es jeune, entre guillemets, mais tu vas pas le faire toute ta vie. Tu vois, moi, aujourd'hui, typiquement, j'irai pas aller voir Rocket en disant, j'ai un gros projet, et vas-y, fouette-moi bien, parce que j'ai besoin d'avancer. Non, mais après, quand t'es jeune, tu fais quand même tes classes. Là, je trouve que c'est intéressant, en fait. Et évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il y a les mecs burn-out, bah ouais, écoute, désolé, t'arrives pas à subir la pression, mais no pain, no gain, quoi. Il y a un peu de ça, quoi. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, on est plus en modèle, il faut faire attention, la bienveillance, donc ça collerait un peu moins aujourd'hui, là, en tout cas. Ou alors, ils arrivent quand même à trouver les bonnes personnes. Ouais, moi je pense qu'ils ont un système de recrutement, et typiquement ils vont chercher des gens à l'INSEAD, à HEC, ils savent que c'est pas, tu vas pas aller chercher quelqu'un qui a fait de l'alternance, qui pour lui ça s'arrête à 17 ans la journée en lui disant tiens, toi tu vas lancer une boîte. On en revient un petit peu au profil dont on parlait, c'est-à-dire est-ce que il y a que les gens qui ont fait HEC qui peuvent lancer des boîtes? Si tu veux réussir vite, il te faut une formation et pouvoir supporter la pression. Et si tu as supporté la pression des classes préparatoires, etc., tu sais ce que c'est que le hard work. Hein. Il y avait un crossfitter, Matt Fraser, c'est hard work pays off. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je sais que, en fait, souvent je dis aux gens, quand j'ai un projet, je mets 100, voire 110% de moi-même, parce que si je le fais à 20%, il y a peu de chances que je réussisse. Et du coup, à quoi bon mettre 20% de moi-même sur un projet, aucun intérêt en fait. Si je veux que ça se fasse, il faut y aller à fond en fait. Et en plus ça te fait rire quoi. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Non mais il y a des gens qui ont des belles histoires. Mais la preuve, regarde, la preuve c'est que ça marche. Bah oui, après, moi je connais pas tous les entrepreneurs, leur successful, il y a peut-être 1000 raisons, il y en a qui ont eu de la chance, il y a celui qui gagne au loto, il a pas travaillé dur, il a eu un coup de chance aussi. Il a été régulier, cela dit. Tous les lundis. Ouais, non mais en fait, il y a une nana qui s'appelle Anna Vidal ou Vital, je sais pas, elle fait des infographies sur les boîtes, et le struggle, c'est-à-dire à quel point il y a eu du tourment entre, je sais pas, les gars quand ils ont lancé Airbnb, ils se sont cherchés, ça marchait pas. Faut pas que les gens ils s'imaginent que les mecs ils ont eu l'idée, puis ça y est, 3 semaines après ils levaient des fonds, et puis Airbnb, est-ce que c'est devenu quoi? Les gars, hop, tu viens dormir sur mon canapé, putain ça marche pas, on va essayer de proposer des autres logements autour, putain ça marche pas, après comprendre qu'effectivement il fallait peut-être faire des belles photos, et en fait, cette courbe d'apprentissage, elle est dure en entrepreneuriat. Enfin, les belles histoires, moi j'en connais peu où, tiens, ça a marché, bim boum, mais tant mieux quoi, si c'est le cas. Mais moi, j'ai rien qui n'a pas demandé d'effort
mon expérience, c'est que travaille dur et tu auras le résultat. Et c'est ça qui fait que cette appétence, entre guillemets, au risque et à l'effort, qui fait que y a des gens qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire que moi, je fais un peu ce que je veux de ma journée, et que y en a, ils sont obligés de se lever à 5 heures. Tôt le matin pour aller travailler de 8h à 17h, j'en sais rien, et qu'ils vont gagner plus ou moins le même salaire de leur vie avec, en espérant, un petit bonus, et puis en allant gueuler parce que y a l'inflation, etc. Mais ouais, mais t'avais le choix en fait. Moi, on m'a jamais mis un pistolet sur la tempe en me disant monte une boîte non, t'as toujours eu le choix. Alors bien sûr, ton environnement autour de toi, tes parents, etc., ils t'influencent. Mais je trouve que tu sois américain, que tu sois français, attends, il n'y a jamais eu autant d'opportunités entrepreneuriales. Il y a la BPI qui t'aide, il y a la CCI qui ont des formations de ouf, tu as des exemples de successful story. Enfin, moi, ça manque pas d'exemples, quoi. Regarde, on fait des podcasts. Si les gens ils pouvaient écouter et se lancer pour de bon. À HEC, on me disait jette-toi à l'eau et comme ça, tu apprendras à nager. Non, il y a un peu de ça. Oui, c'est vrai. J'ai essayé, cela dit. Ça je me suis jetée dans l'eau, mais je sais toujours pas nager, mais c'est pas grave. Mais bon, non, mais je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai 3 dernières questions. Donc là, tu parlais de famille, les gens qui t'entourent, c'est important. Mais toi, en fait, alors normalement, la question se pose dans comment je gère ma vie pro, vie perso. C'est plus en mode je travaille trop, ma famille ne me voit pas. Toi, c'est un peu l'inverse, où toi, tu travailles quand tu veux, tu te lèves quand tu veux, etc. Ta famille, elle a quand même un rythme, puisque ta femme, on en a parlé, elle a un travail un peu plus rythmé, tes enfants vont à l'école, etc. Comment vous gérez, comment vous arrivez à trouver un équilibre ? Alors, il y a eu plusieurs phases dans ma vie, en fait, pour répondre facilement. Il y a eu une phase où je ne les voyais pas, je ne les ai pas vus grandir, c'est la phase roquette. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille, et aujourd'hui, j'accorde du temps à mes enfants. Donc en fait, par exemple, ma fille, il y a encore quelques années, je l'amenais à l'école, j'allais la chercher à son sport, à son école, je l'amenais à son sport. Pendant qu'elle allait à son sport, j'allais à ma salle. Les gens me disaient, t'as du temps pour parler? Bah non, parce que ma fille, dans 25 minutes, elle a fini sa gym, donc après, il faut que j'aille la chercher. Puis après, il faut que je fasse à manger. Puis pendant qu'elle fait à manger, elle fait les devoirs. Puis après, je regarde les devoirs. Et puis après, il y a le bain. Et donc, j'ai accepté de donner du temps en fait à ma famille, mais ça c'est dans une période plus tard en fait. Donc par exemple mon fils qui est le plus grand, je l'ai pas trop vu grandir en fait dans ses jeunes années. Mais aujourd'hui, moi je trouve que j'ai des bonnes idées et de me donner le temps de réfléchir en prenant le temps, en prenant le temps, c'est-à-dire en prenant le temps d'aller amener ma fille à l'école. En allant la chercher à ses activités, en faisant à manger. Moi, je fais quasiment tout à la maison. Je fais les lessives, je fais les courses. Le cliché du c'est la femme qui fait tout. Non, moi, c'est pas du tout ça. Ma femme, elle travaille beaucoup, elle arrive tard. Donc, du coup, les courses sont faites, les devoirs sont faits, la lessive est faite, le lave-vaisselle s'est rempli. Enfin, bref. Mais aussi, ça, moi, j'aime faire ces choses-là. Et puis, ça me permet de réfléchir en même temps. Donc non, j'arrive à gérer cette vie de famille. Donc là, en fait, tu es arrivé à un niveau où je me prends plus la tête, en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et dans ce que j'ai envie de faire, il y a le potager. Ouais, il y a le potager. Non, mais même c'est des petits plaisirs. Il y a de l'entrepreneuriat dedans. Moi, j'ai mis 3 ans à réussir à faire des légumes. Ma première année, mes courgettes, je faisais pas de courgettes, je comprenais pas. Elles ont un vrai goût. Et ouais, maintenant les courgettes poussent, mais bon, il y a une courbe d'apprentissage, c'est pareil. Et puis je me suis sali les mains. Tout ça, ça prend du temps. Mais c'est du temps pendant lequel je réfléchis et j'apprends encore des choses. Et moi, en fait, je vais un petit peu au fond des choses, c'est-à-dire que si je me mets dans le jardinage, j'y vais à fond, quoi. Je suis là pour apprendre quelque chose et pour pousser un petit peu ce modèle, comme dans les avions où je construis un avion et ils volent. Et comme par exemple quand je fais des conférences où ça y est, j'ai masterisé la conférence, j'arrive à capter l'attention de tout le monde et je me dis putain, mais finalement je suis bon dans ce que je fais parce que je m'en donne les moyens. Et c'est la même chose quand je monte une boîte, c'est la même chose quand je me lance dans les conférences, c'est la même chose quand je fais du jardinage. Et que c'est la même chose quand je m'occupe des tâches de la maison, en fait. Mais tout est une allégorie, en fait. C'est un tout. Ok. Alors, what's next? Parce que tu as visiblement déjà tout fait. Non, je pense pas que j'ai tout fait. Moi, en ce moment, je suis en train de me construire une serre. J'ai appris à souder il y a pas longtemps, donc je soude du métal.
je pense que je fais des choses différentes. Là, je viens de racheter ma salle de sport. Il y a plein de petits trucs à faire. Mais je donnais l'exemple tout à l'heure. Le gars qui fait les pizzas, il est malade, mais je vais faire les pizzas. Et moi, ça me fait plaisir de faire les meilleures pizzas que je peux. Et il y a de l'entrepreneuriat en fait dans chaque chose. Mais j'ai pas prévu de faire toute ma vie des pizzas, quoi. Je veux dire. Mais pareil. Je réfléchis à mes tunnels de vente dans la salle, qu'est-ce qu'on va faire en développant les anniversaires. Les anniversaires, on va donner des cours particuliers. Les cours particuliers, les gens après, ils vont s'abonner. Et donc, il y a ce tunnel de vente que je mets en place. Et je vais appliquer les mêmes bonnes recettes que j'ai eues à l'époque de Rocket dans les projets dans lesquels j'ai investi aujourd'hui. Et je ne sais pas où la vie va m'amener. Dans 3 ans, peut-être j'ai plus la salle de sport et je ne sais pas où je serai, quoi. Certainement à Paris, mais dans quel type de business j'aurai. Donc on t'invitera dans 3 ans pour voir où t'en es. Ah mais moi je serai en retraite. J'espère que je serai aussi jeune là. Encore plus jeune, t'as acheté une salle, t'as dit. Donc c'est bon là. Écoute, dernière question, on la pose à tous nos invités. Quelle est ta citation préférée, la tienne ou celle de quelqu'un d'autre? Alors la mienne, j'en ai plein, mais j'en ai une qui me permet dans mes moments les plus durs de continuer. C'est quelque chose que mon père m'a dit, et ça dit on est toujours tout seul. Et il y a un petit peu de ça en fait dans l'entrepreneuriat. Et les salariés, ils vont jamais comprendre en fait. Tu seras toujours le méchant en fait en étant le patron. Toi, tu vas pas compter tes heures. Et je pense que c'est sur plein de choses dans la vie, et c'est une bonne réflexion. Alors c'est triste pour ma femme, mes enfants, mais enfin la réalité, elle est quand même un petit peu là. C'est-à-dire que on est toujours seul. Hein. Tu vois, tu te mets sur la balance, c'est ton poids, les vêtements que tu achètes, c'est ton poids, ton corps, c'est ton corps, ce que tu vas faire de ta journée, c'est toi qui le décides. Et même si les autres peuvent participer, il y a un moment donné, non, on est toujours seul, faut pas l'oublier. Hein. Et ça t'aide à avancer. Je sais pas si c'est hyper optimiste, mais moi c'est réaliste. Moi j'ai un mindset où quand tout va bien, quand je dois être très concentré, je me mets en mode un peu autopilote parce que je vais pousser mon corps. Moi ça m'arrive de pas dormir pendant 3 jours de suite parce que je suis à fond sur un bouquin ou préparer une conférence, et puis le temps m'est compté, et j'arrive à un moment donné même à tout devient flou autour de moi et plus rien n'a d'importance. Et j'ai comme si tu étais dans le noir avec une petite lampe frontale et ça éclaire que ce que tu fais. Et j'arrive à me mettre dans ce mindset. Mon père, il m'a toujours dit, putain, je sais pas comment tu arrives à te concentrer autant et à être aussi productif en peu de temps. Et il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que je vais oublier tout ce qu'il y a autour de moi et je vais me dire, je suis tout seul et il faut que j'y arrive. Et puis il y a le côté un petit peu de je vais faire feu de tout bois, c'est-à-dire que j'ai pas un graphiste qui va m'aider, j'ai pas un expert comptable qui va trouver la solution, et donc s'il faut que j'y passe des heures, je vais y passer des heures à faire mon Excel, à trouver mes graphismes, etc. Et je vais me débrouiller seul parce que il est tard, je vais pas appeler quelqu'un, j'en ai besoin pour demain matin. Ouais, c'est un peu mon mindset, on est toujours tout seul, quoi qu'il arrive. Merci Thomas. D'être de rien. Et merci surtout d'être venu et de nous avoir calé dans ton agenda. Non, mais j'ai du temps. Donc ça c'est pas parce qu'on est intéressant, c'est parce que t'as du temps. Hein, non, mais oui. Non, mais comme je disais, est-ce que je suis pas retraité? J'en sais rien. Je décide ce que je fais mes journées. Pourquoi pas? Il n'y a rien de mal à être retraité jeune. Honnêtement, au contraire, c'est le rêve. Parce que tout l'idée de la retraite, c'est je fais ce que je veux. Voilà, moi, j'ai plein de retraités qui s'ennuient. Moi, mon père, il est arrivé à la retraite, les journées sont longues. Voilà. Toi, t'es un retraité actif et tout va bien et on l'assume. Écoute, merci. De rien, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés et bientôt, on va se revoir avec un nouvel invité.